Donc moi je suis Laurence Olivier et je travaille là, je me suis dit un peu plus à l'ouest sur la Loire. Si vous voulez nous voir, vous vous arrêtez en bateau là, puis hop, vous venez nous voir dans le service. C'est facile. Donc l'U2PEA, c'est l'unité universitaire, c'est pour ça qu'il y a deux U, de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Donc c'est une toute petite équipe. Je prends le temps. Donc je disais, c'est une toute petite équipe. Nous sommes 3 de cette équipe présente aujourd'hui. Donc Charlotte, ma collègue psychomotricienne, Fanny qui était là ce matin, Dr Voldemort qui est pédopsychiatre. Et on vient d'avoir un nouveau petit temps de médecin qui a commencé cette semaine et que je n'ai pas encore rencontré. C'est donc une équipe de niveau 3 spécialisée dans le diagnostic du TDAH. Il s'avère que parmi les patients qui nous sont adressés en général, soit par des pédopsychiatres, pédiatres en ville, en libéral, ou des structures de niveau 2, on se retrouve en général avec des cas complexes, avec des troubles associés, pour plus de 50% des troubles des apprentissages, plus de 30% des TSA, donc non diagnostiqués quand ils arrivent, on est d'accord, et 50% de comorbidité psychiatrique autour éventuellement de schizophrénie précoce ou dépression. Donc dans nos missions, nous avons des missions d'enseignement, de formation et de recherche, comme tous les services universitaires. Et on a eu à cœur de développer également des soins, ce qu'on pourrait appeler innovants, qui ne sont pas du tout innovants. Merci Madame Vienne de nous l'avoir précisé, vu la date du courrier que vous avez lu. Et parce que je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il peut parfois dans ces services avoir beaucoup de turnover. C'est que faire du diagnostic toute la journée, c'est pas enrichissant cliniquement. Et donc, nous, on fait des pas de côté depuis le début et on fait aussi du soin. Et donc, dans les dernières recherches sympas qu'on a faites, ah non, ça marche pas. Non. Attends, j'ai pas fait ça. Il faut que je fasse 2 actions en même temps. Ah non. Bon, donc je continue pendant que la technique. Donc, il y a une première étude sur Golf et TDAH, donc c'était assez sympa. Les enfants. Golf, le jeu, oui, il n'y a pas la. Le jeu du golf. C'est c'est nouveau. On a une autre étude qui n'en finit pas de démarrer et de ne pas démarrer sur l'utilisation d'un outil numérique pour l'aide aux devoirs qui s'appelle Panda. Il ne faut pas mettre en diaporama, c'est comme ça. Non, c'est comme ça, voilà. Passer un par un pour tous. Vous avez 20 minutes. Voilà. Donc il c'est comme ça, c'est comme ça. C'est bon. Là, c'est pas bon fait si ça dépasse. Allez, l'union fait la force. Voilà. Et Panda, notre application qu'on a développée avec mon ancien collègue psychomotricien, puisque le temps de devoir chez les parents dont les enfants sont porteurs de TDAH sont des temps de conflit permanents. Donc on s'est dit, si on arrive à inventer un petit outil qui fait tiers, peut-être que ça se passera mieux. Bon, au final, on n'arrive pas à développer le concept, mais bon, il y a un jour, vous en avez peut-être parlé. Voilà, dans les soins innovants qu'on a proposés auprès du TDAH, Fanny et moi, on s'est formés instructeurs mindfulness, donc on a eu l'optimisme de faire un groupe mindfulness dans le service avec des enfants avec TDAH. On a tenu une session, on n'a pas reconduit. Comment ça ? Parce qu'on a trouvé ça très difficile, mais très intéressant, notamment parce que on s'est aperçu que notamment 2 des enfants des 4 qui venaient avaient des troubles psychiatriques associés qui n'avaient pas été perçus lors des diagnostics de départ. Donc pour ça, c'était riche au niveau clinique.
On a également développé un programme d'entraînement aux habilités sociales, puisque moi j'en faisais déjà depuis très longtemps auprès des TSA dans un CMP, donc je me suis dit tout ça, ça doit bien pouvoir se dupliquer avec les TDAH. Et donc on a tenu plusieurs années, mais à force de déranger le secrétariat du centre ressources des apprentissages qui est dans le même service que nous, où il venait régulièrement nous dire mais vous ne pouvez pas hurler comme ça, mais c'est pas nous, c'est les enfants. Donc on a arrêté avec ma collègue. Donc le seul groupe qui reste actuellement, c'est le groupe PIFAM, ça fait 8 ans que je le mène, et maintenant avec ma collègue Charlotte. Donc c'est un groupe de remédiation cognitive auquel j'ai été formée il y a très longtemps par Francine Lucier et que j'ai complètement remodelé par l'intervention de tous les parents que j'ai rencontrés dans ma carrière. Voilà. Et voilà, c'est ça la force d'un programme, c'est d'apprendre, je trouve, des concepts, des théories, et de pouvoir, quand on les maîtrise bien, une fois qu'on les maîtrise bien, de pouvoir s'en détacher et de rajouter toutes les autres cliniques qu'on connaît. Et c'est un peu le propos du jour. Et donc, on m'a demandé aujourd'hui de ne pas vous parler de tous ces groupes, mais je voulais quand même vous les nommer parce que ça donne aussi une petite perspective de tout ce qu'on peut mettre dans les centres experts. Et donc de vous parler du groupe de compétences sociales. Et donc c'est la date anniversaire en 2013. Alors là, Julie était assistante dans le service dans lequel je travaillais. Elle a traduit courageusement le groupe Barclay. Et Olivier Bonneau, qui ne fait plus partie du service, et moi avons envahi la salle d'attente de pédiatrie parce que je disais il faut voir les parents. Et donc, on a mis des groupes, des groupes en place avec le groupe Barclay, comme Julie avait traduit, Mickaël, tout ça. Donc, à ce moment-là, elle aurait pu aussi traduire d'autres choses. Elle aurait pu traduire Incredible Years, qui date des années 80 aussi, Positive Parenting Program, le triple P, qui est aussi ancien, hein, on parle aussi des années 80. Là, il y a le nouveau groupe Ruby qui parle aussi des troubles des compétences, des troubles des comportements, avec Karen Beers qui passe un peu partout dans les centres en France. Et puis maintenant, je commence à entendre parler d'outils de management. Alors là, je me dis, on y va. Donc le SMART, hein, moi j'ai tous mes collègues orthophonistes, il faut faire du SMART, il faut faire des objectifs avec les parents, tout ça. Donc ça, c'est le truc du moment, à Nantes en tout cas. Et j'ai pas regardé l'origine, je sais pas depuis quand Smart existe, mais je suis sûre que dans les années 50-60, ça existait déjà. Donc à l'heure actuelle, on a un groupe par an, toujours, avec ma collègue psychologue. Donc on fait 4 sessions par an, on voit 10 à 12 parents par session. C'est tous les 15 jours, le jeudi midi. Et en fait, le groupe Barclay n'est plus du tout un groupe Barclay, donc il n'a pas de nom. Et si un étudiant veut venir modéliser notre groupe et le faire valider, faites-le, venez. J'ai ni l'envie ni le temps. Donc on y a intégré des outils de systémie, parce qu'on est toutes les deux formées en systémie, de TCC, de reprogrammation linguistique, et puis des outils d'ETP également. Mais notre groupe n'est pas un ETP, puisque nous n'avons pas la rencontre individuelle avec les parents, l'évaluation des parents, l'évaluation de fin, etc. On a tout ça, mais on le fait en groupe. Voilà, donc notre groupe il se constitue comme ça. Actuellement, il y a 10 séances. Ça alterne d'une session à une autre. Donc, il y a des séquences de présentation où là, on a la longue litanie et les pleurs de l'errance diagnostique en général. C'est le groupe des mouchoirs. Ensuite, il y a tout un travail sur le TDAH où on dit aux parents, nous on connaît le TDAH mais on ne connaît pas vos enfants, donc ce qu'on va faire c'est on va essayer d'être tous experts en même temps et nous on va vous apprendre ce qu'on sait actuellement du TDAH et puis vous allez essayer de nous dire comment sont vos enfants, comme ça on nourrit notre connaissance avec votre pratique. Ensuite, on a en rouge, ce qu'ils viennent chercher surtout, c'est la gestion des émotions, comment on gère les dysrégulations émotionnelles, comment on règle la violence intrafamiliale avec la fratrie, etc. Et puis, il y a toute une part aussi sur comment on pose un cadre éducatif, comment on essaye de rester dans les clous par rapport à ce qu'on s'était imaginé. On voit souvent que les parents ont des attentes très fortes et très vagues surtout, et donc on leur demande de revenir un tout petit focus sur une toute petite chose, et on y arrive ensemble, et dans 15 jours, cette petite chose se transforme en une deuxième petite chose.
quand ils viennent avec leur cadre, avec des grandes listes, je veux qu'ils soient heureux, je veux qu'ils soient... Non, ça va pas, c'est trop large. On a mis école et devoirs assez tardivement parce que c'est souvent là que le bas blesse, c'est souvent là qu'on leur envoie que leur enfant n'est pas adapté à l'entrée dans la scolarisation, et donc ils sont très envahis par ça. Et donc on le met assez tardivement dans le programme pour qu'ils se rendent compte que leur enfant il passe certes du temps à l'école, mais c'est pas que ce temps-là, et ils ne sont pas que élèves. Donc ça leur permet un peu de se recentrer sur d'autres apprentissages de la vie sociale, de la vie quotidienne, et d'avoir un peu plus d'expériences positives pour pouvoir attaquer la fameuse séance des devoirs. Ensuite, il y a les habilités sociales et le bilan de fin. Alors comme je vous disais, tout ça, ça s'est construit avec toutes les expériences des parents et tous les outils qu'ils ont accepté de partager avec nous dans le temps. Et donc on s'est dit, puisque ça marche avec eux, ça va marcher avec les autres, donc on les a recensés et on les réutilise avec eux. Donc j'ai fait une petite étude, parce qu'on leur donne un questionnaire à la fin de satisfaction, qu'est-ce qui a changé, etc. Vous verrez. Et on a longtemps eu que des papas sur les groupes, il y a très longtemps, quand j'étais en CLP là, avec les parents... avec les enfants en TSA, parce que souvent les mamans elles étaient obligées d'arrêter de travailler. Il se trouve qu'avec le TDAH, il y a peut-être moins d'impact sur la vie professionnelle maternelle, et les papas sont aussi assez impliqués parce qu'ils sont souvent eux-mêmes TDAH en fait, et donc ils se reconnaissent, et donc ils sont très contents de venir apprendre comment ils fonctionnent, et à la fin ils nous demandent si on veut se faire diagnostiquer. Oui, c'est juste l'étage au-dessus, vous allez voir Clémence que vous avez vu ce matin qui va s'occuper de ça. Il y a aussi beaucoup de résistance sur des non mais nous on ne pourra jamais venir tous les 15 jours le midi, hein, c'est pas possible, parce qu'on travaille. Et ben on s'aperçoit que 78% des parents qui viennent travaillent, et qu'en fait il y a des aménagements possibles. On peut faire des attestations de présence pour les employeurs, on peut mettre des choses en place pour qu'ils puissent se dégager du temps et venir, et même on a eu des enseignants en école élémentaire. Alors là je vous dis, là c'est challenge. La plupart des enfants concernés, les parents qui viennent sur nos groupes, leurs enfants ont en majorité entre 5 et 10 ans, et plus de 10 ans, 28%. Ça nous montre aussi que le diagnostic il se fait quand même de plus en plus tôt, donc c'est quand même intéressant, parce que c'est à cette période-là que on va pouvoir agir le plus, et que ça sera pérenne dans le temps, les aménagements proposés. 9% des enfants dont les parents sont venus sur le groupe avec des troubles associés. Ça me fait penser que ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est tous les enfants qui viennent pour un diagnostic, et donc il n'y a qu'une toute petite partie d'entre eux dont les parents viennent sur un groupe de compétences parentales. Pour 13% d'entre eux, ils n'ont pas de traitement au méthylphénidate. Souvent, quand ils finissent le programme, ils sont à 100%. C'est aussi un lieu où on travaille beaucoup les résistances. Et donc, nous n'avons pas de BP. Donc, si un étudiant veut venir valider notre programme, c'est avec joie, il sera accueilli, bras ouverts. Donc, parmi les questionnaires que l'on propose aux parents, il y a différentes questions, et notamment la participation à ces différences de groupe. Est-ce qu'elle vous a permis de modifier votre regard sur le TDAH ? Donc ça, on voit qu'il y a quand même 21, j'ai mis 100 questionnaires seulement. Il y a 21 personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord, et ça c'est un vrai changement. Quand on a commencé nos groupes, il fallait tout expliquer. Vraiment, qu'est-ce que c'est que le trouble du neurodéveloppement, etc. Et on voit, et ça c'est vraiment vertueux, c'est que les parents sont de plus en plus au courant de ce que c'est que les troubles du neurodéveloppement. Ils sont de plus en plus formés par eux-mêmes, ils lisent, ils vont sur des blogs, ils ont accès à plein d'informations avec également notamment TDAH France et toutes les autres associations sur le TND, les blogs, etc. Et donc ceux qui ne sont pas d'accord, c'est ceux qui avaient déjà un niveau de connaissance suffisant. Et on est parti de 0 il y a quelques années, et on arrive à 21, donc ça veut dire que quand même, ça diffuse.
Là, j'ai comparé le regard qu'ils pouvaient avoir sur leur enfant et le regard qu'ils portaient sur eux-mêmes, parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de culpabilité, notamment au groupe mouchoir, là, le premier, avec l'idée de mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il soit comme ça, est-ce que c'est de ma faute, etc. Donc on travaille beaucoup aussi là-dessus. Et on voit qu'ils sont quand même plus enclins à porter un regard bénéfique sur leur enfant plus que sur eux-mêmes. Donc c'est assez intéressant parce que ça voudrait dire que peut-être il faudrait encore travailler autre chose avec les parents. De la même façon, sur l'estime de soi et le sentiment de culpabilité, on voit que leur estime s'est améliorée, mais le sentiment de culpabilité, il reste encore assez présent, même si, en général, enfin, une grosse partie du groupe a diminué ce sentiment de culpabilité. Est-ce que ce groupe vous a permis l'expression de vos émotions? Bon, ça va avec aussi le sentiment de culpabilité, d'ailleurs on voit qu'il y a le même score. Mon sentiment d'isolement, ben, je pense que ceux qui sont dans un sentiment de culpabilité, difficulté et faire émerger leurs émotions, et forcément ils se sentent aussi plus isolés. Prendre de la distance par rapport à la situation, enrichir la boîte à outils. Donc la boîte à outils, c'est tous les objets qu'on leur propose. Voilà. Donc diminuer les conflits, améliorer les relations dans la fratrie. Donc ça, c'est ce qui finalement bouge le moins. Mais c'est un travers aussi de ma lecture du diagramme, c'est que je suis en train de regarder le pas d'accord. Alors qu'en fait, il y a 3 colonnes très positives. Et donc, comme beaucoup de cerveaux, j'ai plutôt tendance à regarder celle qui est tout à droite. Parce que moi, c'est ma marge de projet. Mais ce que je devrais plutôt regarder, c'est tous ceux qui ont bougé et ceux qui ont évolué. Modifier ma relation à l'école. On a quand même des parents qui n'allaient plus du tout à chercher leurs enfants à l'école, la peur au ventre, dans la peur de rencontrer d'autres parents qui vont les stigmatiser en leur disant mais votre enfant a encore tapé le mien, ou de rencontrer l'enseignante qui déverse tout son stress de la journée et pour cause en disant mais vous savez, vous devez lui dire qu'il ne peut pas faire ça. Mais je pense que les parents lui disent mais ils ne sont pas à l'école toute la journée, ils font aussi ce qu'ils peuvent. Mais je plains les enseignants. Et puis accepter certaines démarches difficiles, j'ai mis un point d'interrogation parce que je me suis rendu compte que cette phrase, en fait, quand ils répondent, je ne sais pas ce qu'ils entendent. Est-ce que c'est passer au traitement? Pour certains, c'est vraiment le fait de partager avec d'autres parents, le fait qu'ils mettent un traitement, ça leur permet de passer le cap. D'autres, ça va être déposer un dossier MDVH, d'autres ça va être demander une orientation en CESAD, une orientation en ULIS. Et en fait, ma question, elle n'est pas assez ciblée. Donc, c'est ça. Mais moi, je ne sais pas trop quoi en faire du coup. Alors, je l'ai laissé. Oui, mais j'aimerais bien avoir le détail exactement. Qu'est-ce que ça vous a permis de... Exactement. Donc, les 2 prochains groupes, là, ils ont un nouveau questionnaire. Voilà, en tout cas au niveau de l'émergence des besoins, ce que ça nous apporte, c'est, vous savez, le fameux 21% qu'on voyait tout à l'heure, c'est à eux qu'on propose l'accompagnement individuel après la participation au groupe, où là on ferait vraiment de la psychoéducation avec ma collègue, toute la famille ensemble. Le projet, c'est un ETP pour les enfants TDAH. Donc, mais ça, on n'est pas très nombreux, et comme c'est moi déjà qui fais tous les groupes, ça va être compliqué, sauf si ma collègue Charlotte dégage un peu de temps. Et puis, le groupe Fratrie, ça fait 15 ans qu'on en parle, et puis il n'est toujours pas en place, et je sais que Julie a réussi à en mettre en place au niveau du sabbat. Oui, mais tu prêches une convaincue. Voilà, donc moi je pense que j'ai à peu près tenu le temps. Et en tout cas, la question, moi tous ces parents, ils m'ont apporté énormément dans ma carrière. Et avec mon ancien collègue psychomotricien, Maxime Rio, on a fait un petit podcast où on leur a donné la parole. Et il sera accessible pour la journée du TDAH le 12 juin 2024. Donc je vous enverrai le lien, Hélène pourra redistribuer. C'est assez touchant et émouvant sur la grande errance diagnostique et comment ils auraient voulu qu'on appelle leurs enfants et toutes les qualités qu'ils auraient voulu voir émerger dans la bouche des enseignants. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ?
bonjour. Moi, je vais vous poser une question sur la relation avec l'école que vous avez dans votre projet. En fait, est-ce que vous échangez, vous, avec les enseignants? Alors nous, on forme D'accord. gracieusement depuis longtemps tous les établissements qui nous demandent d'intervenir. Mais par contre, parce que maintenant je suis une vieille orthophoniste, j'ai des exigences. Et donc, quand je viens former, je veux que tout le personnel soit là, de l'accueil à la cantine, et tout le monde vient et doit avoir le même degré d'information. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, parce qu'il y en a un, c'est que du coup, on ne touche que les établissements privés, parce qu'ils sont les seuls à avoir cette liberté de pouvoir faire venir tout le monde. Non, Et alors que c'est pas les seuls, en fait, c'est tout à fait possible. Enfin, moi, je suis enseignante spécialisée, je suis chargée de la scolarisation des élèves avec TND sur le département. Les écoles publiques, elles ont la possibilité de le faire. Là, par exemple, cette année, on ouvre un dispositif d'autorégulation sur le département. Toutes les équipes sont remplacées toute la journée, pendant 5 jours. C'est tout à fait possible de le faire. C'est une volonté, peut-être, qui n'est pas. Alors peut-être qu'en Loire-Atlantique, la volonté n'est pas suffisante. Non, en fait, c'est d'impulser la dynamique qui est compliquée. Mais je pense que là, dans le programme, c'est très intéressant de parler en fait, des devoirs, de l'importance que ça peut prendre à la maison, etc. Mais en fait, si on ne travaille pas avec les enseignants concernés, ou si eux, on ne les sensibilise pas, justement en venant leur redire, c'est pas le soir qu'on déverse tout ce qu'on a à dire aux parents au portail parce qu'on fait un plan. En fait, c'est quelque chose qui fonctionne pas. Un autre lieu avant. Voilà, c'est ça. Pour déverser ça et ensuite accueillir Exactement. les parents. Là, ce serait. Et c'est pour ça que je voulais savoir comment vous les considériez en fait les enseignants dans le programme, mais donc ils ont beaucoup de chance d'être formés gracieusement parce que nous on n'a pas beaucoup ça ici. C'est vraiment. Nous on se déplace à chaque fois qu'on est sollicité parce qu'on se dit de toute façon on n'y arrivera jamais tout seul et les parents non plus. Plus on est ensemble dans la grande cour, plus on arrivera à diminuer notamment les troubles du comportement et puis que chacun trouve une orientation qui convienne à son fonctionnement. Et il arrive donc que des écoles vous sollicitent en vous demandant une formation d'équipe. Oui, mais uniquement dans le privé. Oui. Après, on a eu tout le périscolaire de la ville de Nantes, on a eu les psychoscolaires, les infirmières scolaires, mais ils ne sont jamais tous ensemble. En fait. Oui, c'est vrai que c'est toujours compliqué, mais c'est intéressant parce que sur le TDAH, à ma connaissance, il n'y a pas de formation dans notre département. Mais moi, je peux venir à Tours. Oui. Vous n'avez même pas le temps. C'était une partie. Je travaille pas sur le TSA, on propose des journées de formation à Bretonneau, mais c'est pour les enseignants et les AESH qui scolarisent dans leurs écoles des élèves concernés. Mais bon, ça brasse déjà une certaine population, mais c'est pas suffisant parce que après nous, avec ma collègue, on fait du mieux qu'on peut, mais c'est vrai que ça manque. Et sur le TDAH, en plus, moi je me sens pas totalement compétente en plus. Pas de répondre là, parce que je suis d'accord. Nous, on bien le micro, il a un gros fil. On a fait un modèle de formation pour les enseignants. D'accord. Alors moi j'ai modélisé un PowerPoint là-dessus, enfin on a une formation et je peux vous la faire durer de 1 heure à 3 heures. D'accord. Bon, autant utiliser. C'est un podcast. Non, c'est pas un podcast. Enfin, nous, oui, non, ça c'est deux choses différentes. Donc on a maintenant développé une formation en ligne. D'accord. Qui est entièrement en ligne. Donc il suffit de s'inscrire, mais c'est individuel. Pour l'instant, ce n'est que individuel, donc c'est un principe d'adhésion. Donc c'est vrai que pour les enseignants, c'est du coup humain, je dirais, surtout en plus, et même un coût au niveau financier, parce que l'adhésion est plus chère. Après, on vient juste de la finaliser. On n'a pas longtemps fait les finaliser, on est encore dans la phase de terminer la phase évaluation post-formation. Et après, on va essayer de passer par des clés pour la faire valider KDP. Et après, on pourra proposer une version professionnelle, etc. Mais pour l'instant, c'est juste l'avantage, c'est qu'elle coûte. L'adhésion est à 40 €. Une fois que vous avez adhéré, vous avez accès à toute la formation. Et vous avez 3 mois pour la faire à votre temps. Donc, pour les enseignants, c'est tout. Mais après, nous, on a développé un PowerPoint. Et donc, notre objectif, c'est de former nos bénévoles. Et souvent, moi, ce qu'on a fait, c'est avec la délégation interministérielle, on a développé
des interventions, notamment pour les MDPH, en faisant un duo avec un médecin. Et je pense que même on peut développer ça localement avec, parce que c'est pratiquement le même PowerPoint moi qui me sert de base. Enfin, quand on Après, il y a le support et il y a le support, et puis le faire vivre avec un duo. Et ce que j'aime bien, c'est un duo avec un médecin de l'hôpital et une maman, parce que ça aussi, ça apporte... ou un papa. Voilà. C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'un parent, c'est vrai que dans notre association, on commence à avoir des papas, mais c'est vrai qu'on a 80 mamans, on est 10 papas. Mais il y en a. Voilà. Donc, non, mais tout à fait, donc pour le développer régionalement, parce qu'on ne peut pas être. Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas les parties de la France en même temps, c'est un peu compliqué. Non, mais il y a des bénévoles qui le prennent, mais donc ça dépend, ils ne sont pas toutes la même capacité à le faire. Il faut les former. Former plus ou moins. Former les formateurs. Oui, voilà. Monsieur. J'ai une deuxième question. Mais c'est la dernière. Alors, je vais appeler. J'aimerais quand même vraiment saluer la démarche. Vous parliez là, du chiffre où vous avez du mal à donner du sens par rapport à accepter les démarches difficiles. Mais je vois quand même quelque chose qu'on peut vraiment saluer, c'est que c'est sujet à l'interprétation de chaque parent. Il y a des parents qui estiment qu'ils ont donc des démarches difficiles dans leur vie et qu'en plus vous les avez aidés à les accepter. Donc au sein de l'autisme, c'est quelque chose qu'on se constate, des fois la souffrance dans laquelle les parents sont mis parce qu'ils sont délaissés, ils ont une charge mentale qui explose. Et donc là, même si vous n'avez pas forcément d'informations sur quel genre de démarches difficiles sont là, déjà ces personnes-là estiment que vous les avez aidés à les accepter, donc ça c'est super. Bravo. Donc après, on fait venir plutôt les enfants avant les adultes. Voilà, on inverse.